Nous accueillons maintenant M. Rémi Sitchiping, qui est chargé des questions foncières à ONU Habitat. Merci, M. Sitchiping. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi ici et mon collègue à Lyon de venir à cette séance et essayer de partager avec vous ce que nous faisons sur nos travaux sur les questions foncières. Ça me fait aussi plaisir de rencontrer certaines éminences dont Alioune a mentionné avant, Tribillon et Combi, que j'ai beaucoup lu dans le passé. Dans la présentation, je crois que je vais peut-être effleurer certains aspects qui sont dans le papier que j'espère que beaucoup d'entre vous ont peut-être eu le temps de regarder ou auront le temps de regarder. Je vais ajouter des éléments nouveaux, juste pour éclairer. Et c'est une fois de plus, pour moi, un intérêt de savoir que le groupe sera restreint, on aura l'opportunité d'échanger un peu plus en profondeur et qu'on ne sera pas sous la pression d'aller trop vite, vraiment pour qu'on aille en profondeur sur certaines questions qui pourraient être d'intérêt pour d'aucuns. Donc, ce papier que Alioune et moi avions contribué, il a essayé de donner déjà le canevas, mais je crois la première partie, je pourrais peut-être en faire fi parce que vous connaissez les défis de l'urbanisation. Notre approche a été toujours de reconnaître qu'il y a des opportunités, que même sur le foncier, il y a des innovations, il y a des bonnes choses qui se passent, qu'il y a une dynamique positive sur laquelle on peut toujours construire. Donc, je vais peut-être insister sur des innovations, de telle sorte que l'on voit peut-être dans le cas de l'Afrique, dans le cas des villes en Afrique, des opportunités d'investir, les opportunités de travailler en Afrique et de faciliter ces opportunités-là. Je vais aussi, un des instruments que nous utilisons ou bien des outils que nous utilisons au niveau de ONU Habitat et de certains partenaires pour vraiment émuler ces genres de changements, c'est ce qu'on appelle le réseau GLTN, le réseau des instruments, le réseau mondial des instruments ou des outils fonciers. Et là, on a des programmes, des activités qui essaient, n'est-ce pas, de promouvoir les aspects positifs sur le foncier, y compris le foncier urbain et le foncier rural. Bon, urbanisation, je crois, Alioune a déjà couvert certains aspects, mais on peut aller très rapidement. C'est que, évidemment, l'urbanisation, c'est quelque chose qu'on va faire avec, et c'est en Afrique que l'implosion est beaucoup plus grande. Donc, on ne peut ne pas faire avec ça et tenir ça en considération. Et comme on l'a dit avant, cette urbanisation, le fondement, vraiment la base, c'est le foncier. Si on ne maîtrise pas le foncier, c'est clair qu'on ne pourra pas s'en sortir. Et voilà, ça va continuer à s'agrandir. Alioune a bien mentionné la question des bidonvilles. Dans les pays subsahariens, vraiment, même si le niveau de bidonville a réduit dans beaucoup de pays ou dans beaucoup de régions, ça reste toujours une préoccupation dans beaucoup de pays en Afrique subsaharienne. Juste un petit ajout par rapport aux objectifs du millénaire, du millénaire pour le développement, OMD. C'est dit que dans ces objectifs, il n'y a qu'un seul, un des indicateurs qui parle du foncier se trouve sous l'indicateur qui parle des bidonvilles. Donc, les bidonvilles ont été définis avec 5 critères. Et le foncier, c'est l'un de ces critères que le foncier se trouve.
Donc notre point d'entrée le plus important, c'est à travers le foncier. Malheureusement, les chiffres que Alioune vous a montrés ne tiennent pas compte de l'aspect foncier. Et c'est ça le drame. Parce que quand on a fait une étude pendant 2 années, on a produit un petit rapport et on a essayé d'inclure, de prendre quelques petits cas où on a inclus l'aspect foncier pour voir est-ce que l'insécurité foncière, par exemple, quel serait l'impact de l'insécurité foncière sur le chiffre des bidonvilles. Et on constate bien évidemment que si on prend cet indicateur de foncier par rapport aux 4 autres, vraiment, on ne serait pas au même chiffre. C'est bien, ça définit clairement pourquoi le foncier est fondamental. Et deuxièmement, et c'est aussi le deuxième drame, c'est que depuis près de 30 ans, on n'a pas pu définir les indicateurs sur le foncier, sur la sécurisation foncière. Beaucoup d'agences ont essayé, nous sommes en train de travailler dessus, on se met en partenariat, mais c'est très difficile. Donc voilà 2 drames au niveau des OMD où le foncier a encore des difficultés. On espère, on est en train de travailler avec certains partenaires pour essayer, notamment avec la conférence dont Alioune a parlé, mais aussi au niveau de la recherche pour voir comment est-ce qu'en 2015, on pourra mieux raffiner, être présent, être capable d'inclure cette composante foncière vraiment dans le suivi des OMD. Bon, ça, vous connaissez, c'est juste pour donner une idée, de telle sorte que plus tard, on verra comment, même de voir ça, pas comme un défi, mais comme Alioune a dit, comme les changements démographiques au niveau des villes, comme une opportunité. Pas seulement une opportunité économique, opportunité sociale, environnementale et autres qui peuvent en découler. Ce que je veux juste mentionner ici, que ce que je mentionnais avant, des exemples concrets qu'en 15 ans, les villes africaines doublent. Beaucoup de villes doublent de population. Dans beaucoup de villes, déjà, que ce soit en Amérique latine, en Asie, ce n'est plus cette dynamique. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser. Et le foncier, si on ne maîtrise pas ça avant, ce n'est pas gérer les bidonvilles qui existent seulement, mais penser comment est-ce que la population supplémentaire va s'installer et quel genre de gestion urbaine est nécessaire. Je crois que nos collègues Combi et Trobillon vont nous éclairer davantage sur comment y parvenir. Bon, une petite transition maintenant pour entrer sur la question foncière, maintenant qu'on comprend que le développement urbain ou bien l'urbanisation en Afrique subsaharienne est vraiment dans une courbe très ascendante. Maintenant, comment faire pour que le foncier soit au centre de cette urbanisation, soit la clé de voûte ou bien soit la fondation de ce développement urbain qu'on aimerait le voir durable. Bon, notre point d'entrée, c'est la sécurisation foncière. Je crois que beaucoup d'entre vous partageraient cette approche. Et je vais essayer de voir comment cette sécurisation a été aperçue, gérée et vécue. Et maintenant, comment certains pays essaient de repenser effectivement les méthodes de sécurisation foncière. Et je crois qu'il y a des articles de Combi qui démontrent vraiment dans le cadre européen comment ils ont aussi repensé, reformé ça. En Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de pays, beaucoup de villes qui innovent. Je crois que Claire va nous donner l'exemple du Bénin, où un cas existe où seulement l'information foncière peut être un outil de sécurisation foncière et de mobilisation de ressources financières et autres. Donc, je vais m'appesantir un peu plus sur cette question-là. Pourquoi vraiment prendre la sécurisation foncière, pas peut-être d'autres aspects du foncier, qui peut être l'administration foncière, qui peut être
peut-être la taxation foncière et autres. Pourquoi s'appesantir sur ça? Parce que, vous le savez bien, quand on parle du registre foncier ou bien quand on parle des registres formels au niveau du gouvernement, moins de 30% des terres sont dans le registre de l'État, dans beaucoup de pays en Afrique subsaharienne. Dans d'autres pays, vous allez même voir 5%, c'est-à-dire des terres qui sont titrées, à part les titres peut-être de domaine public. Mais le reste est en dehors. Mais ça ne veut pas dire que les gens n'utilisent pas, qu'ils n'ont pas une forme de sécurisation, mais ce n'est pas enregistré. Alioune a mentionné tout à l'heure qu'en termes de richesse, et là j'étends le concept de richesse, pour beaucoup, le meilleur investissement qu'on peut avoir en Afrique, c'est sur le foncier. C'est un moyen de garder de l'argent, c'est un moyen de tisser les liens sociaux, c'est un moyen de préserver la culture. Donc la richesse de beaucoup de gens, quand ils perdent de la terre, sous une forme ou une autre, ils ont presque tout perdu. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'autre forme de bien tangible. Et le bien, je l'utilise de manière assez vaste, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas seulement le bien économique. Donc en Afrique, c'est très important, c'est fondamental. Donc sécuriser ces biens-là devient alors primordial pour beaucoup de pays. Bon, l'argument qui marche souvent, c'est qu'on essaie de démontrer. Si on ne montre pas l'argument économique, si on ne montre pas que ça a des répercussions économiques, parfois les décideurs ne prêtent pas autant d'attention. Il y a des études tout récemment par la Banque mondiale, et si vous regardez l'Inde a pris ça vraiment à cœur. Ils ont montré que juste une bonne réforme foncière qui assure, qui élargit par exemple la base imposable du foncier, pas seulement taxer une minorité, augmenterait le PIB par au moins 1% chaque année. Et en Inde, ils ont commencé ça à l'échelle, ils ont fait un projet pilote, maintenant ils ont fait ça à l'échelle beaucoup plus grande. Le Bénin, c'est presque la même chose, ne serait-ce qu'au niveau des villes. Au Botswana, ils ont fait la même chose. Au Rwanda, ils sont en train de mettre des systèmes en place. Et je vais dire, c'est peut-être qu'on peut poser des questions sur des cas comme ça, mais déjà, ça veut dire qu'ils ont compris que l'argument économique aujourd'hui est très fort pour s'assurer qu'on sécurise les droits, au lieu de faire des efforts pour rendre les gens plus vulnérables. Voilà. On le sait souvent, je crois, Alioune mentionnait lors de certaines discussions que la terre est source de conflits dans beaucoup de pays. Je crois que le doigt dit que ce n'est pas seulement en Afrique, c'est partout. Mais en Afrique, c'est vraiment dramatique. Beaucoup de pays ont fait beaucoup de recul sur beaucoup de plans, que ce soit politique, économique, social, environnemental, effectivement à cause des conflits fonciers, liés aux fonciers. Et les conflits que vous alliez en Afrique centrale, australe, de l'Ouest, au Nord, c'est au niveau de contrôle du territoire, comme vous l'appelez ici, mais de contrôle des ressources qui sont sous la terre. Et là, je vais faire peut-être une petite clarification que quand nous parlons du foncier, ce n'est pas seulement peut-être pour l'occupation, ce n'est pas seulement la terre, c'est les ressources associées. Et c'est souvent ça qui cause problème. Donc, clarifier que quelqu'un peut avoir le droit d'accès à une ressource, pas nécessairement le droit d'occupation, mais d'accès, est très important. Donc, pour nous, c'est important. Vous connaissez le jargon de dualisme au niveau du foncier, légal contre coutumier ou légitime. Notre approche, c'est essayer de concilier, savoir que peut-être dériver le légal du légitime, des pratiques qui sont courantes. Plus les informations sont contrôlées, plus ce que Alioune a mentionné tout à l'heure, le pouvoir, ce qu'on fait, le foncier, est si important que personne ne veut laisser sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Et alors, quand vous êtes au pouvoir, vous essayez de vous y accaparer. Comme je l'ai dit, dans les villes africaines, il a parlé d'utiliser la terre comme un argument politique, électoral et autres.
Et c'est vrai. Donc, on ne peut pas laisser cette question-là aux techniciens. Les chercheurs doivent s'impliquer et ils le font, mais il faut le faire davantage. Les politiciens ont déjà compris, donc ils n'ont pas besoin d'être convaincus. C'est à nous maintenant de voir comment est-ce que nous pouvons avancer pour élargir un peu cette base de concurrence. Mais je veux aussi dire que nous sommes aussi coupables, dans le sens où, quand vous connaissez plus, vous essayez d'utiliser cela. Quand vous êtes banquier, avocat, chercheur, quand vous êtes dans la ville, vous connaissez la valeur d'avoir un titre foncier, par exemple. Donc, même si vous savez que ce n'est pas le seul instrument qu'il faut, vous allez essayer de le faire. Dans beaucoup de villes africaines, c'est pour ça que vous allez voir une concentration de titres fonciers dans les villes. Parce que ceux qui sont en ville sont éduqués, savent ce que ça veut dire, avoir un document. Celui qui est en milieu rural va, peut-être dans le milieu périurbain, va compter sur la légitimité et puis ses voisins, la confiance et autres, pour sécuriser certains droits. Mais quelqu'un qui connaît un peu plus, qui est un peu éduqué, donc ça veut dire que nous avons aussi à contribuer dans cette discussion-là. Maintenant, Djibril a insisté que je parle beaucoup plus de l'aspect social du foncier. Je l'ai touché dans le papier, mais je vais juste mentionner quelques aspects qui sont vraiment importants, surtout dans les pays d'Afrique subsaharienne et dans les villes de ce contexte-là. Ces questions de justice, ça veut dire que si nous sommes épris de paix, de justice, nous ne pouvons pas laisser le foncier dans les mains de ceux qui peuvent contrôler, manipuler. Le deuxième argument, c'est que nous tous, nous sommes pour la réduction de la pauvreté. Et comme je l'ai dit, c'est la richesse, au-delà même de la richesse économique, c'est une richesse qu'il faut essayer d'embrasser pour vraiment faire éclore un développement qui n'est pas seulement économique, mais qui va au-delà de ça. Dans un contexte où la sécurité sociale supportée par, ou bien l'assurance n'existe pas, pour beaucoup de gens, c'est le seul moyen. Si je prends l'exemple de transfert, l'héritage, c'est souvent la terre. Il n'y a pas d'héritage qu'on donne, enfin très peu de familles donneraient d'autres héritages que la terre. Et il est vrai, ça peut déchirer les familles, ça peut émietter les terrains, mais c'est pour vous dire l'enjeu que ça porte. Les ressources naturelles. Aujourd'hui, on parle de l'accaparement de terres, de ressources minières et autres. Si vous allez là où il y a un peu de ressources naturelles, la concentration des conflits, des natures de conflits. Et ça veut dire que le secteur urbain n'est pas épargné. Tout le monde est impliqué d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est important, vous voyez, que sécuriser d'une manière ou d'une autre, c'est les droits fonciers. Et je vais peut-être en parler tout à l'heure, que quand je parle de droits fonciers, je parle de droits, ça peut être de propriété, de transfert, d'usage, d'occupation, mais tous ces droits, à un niveau ou à un autre, quel que soit l'usage, devraient être sécurisés à un certain niveau. Il y a des exemples que vous connaissez bien. Quand vous êtes ici, vous louez un appartement, vous êtes sécurisé sur 6 mois, 1 an seront votre bail. Pourquoi ne pas le faire sur le foncier? Dire que seulement il faut que ce soit légalisé pour que ce soit sécurisé. Parfois, c'est une entente. Du moment où ça peut être sécurisé, le mieux ça va. Donc, je voudrais dire que pour moi, depuis quand je parle de sécurisation, je vois une sécurisation beaucoup plus large, quelle que soit la source de droit. Et en Afrique, vous trouvez, c'est pour ça qu'on parle de pluralisme, non plus de dualisme de sécurisation. Et là, que ce soit, mais l'accent pour le passé a été mis sur l'aspect légal, c'est-à-dire que est-ce que l'État reconnaît, est-ce qu'on a un document légal? Oui, c'est bien pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent, mais d'autres veulent seulement une sécurisation au niveau de leur espace social, qui peut être la coutume, même au milieu, je parle bien de milieu urbain,
ne pensez pas que ces aspects se retrouvent dans un autre espace. C'est encore le vécu. Et Alain Durand-Lasserre a fait une étude il y a 1 an avec la Banque africaine de développement où un de ses arguments c'était que ces systèmes même de sécurisation sont devenus tellement entrecroisés qu'on ne peut même plus vraiment dire que ça c'est purement légal, parce que même pour avoir le titre foncier, on utilise les paralégaux, on utilise des sources informelles, coutumières et autres pour arriver à ça. Donc quand on voit le cheminement, ce n'est plus purement légal ou purement coutumier ou religieux. Donc il y a un brassage qui crée maintenant ce qu'il appelle un système hybride. On va trouver le nom, il va peut-être trouver un nom un jour, mais c'est pour dire qu'il y a une dynamique au niveau de la sécurisation. Rien n'est stable. Maintenant, pour dire qu'il y a plusieurs moyens, plusieurs méthodes pour sécuriser les droits. Je mentionnais tout à l'heure les baux. Le titre foncier, par exemple, tout le monde connaît, mais dans beaucoup de pays africains, des villes, il y a maintenant ce qu'on appelle les certificats d'occupation, les permis d'habiter et autres. Mais le problème, c'est comment sécuriser ça, comment faire en sorte qu'on crée un espace où ces pièces de certification de droit soient évolutives ou dynamiques. C'est-à-dire que quand vous avez un permis d'habiter, que vous soyez à même d'évoluer pour un autre document si vous le souhaitez. J'étais ravi de savoir qu'au Bénin, par exemple, il y a 3 ans, ils ont maintenant reconnu qu'il y a de créer un mécanisme pour transformer le permis d'occupation ou d'habitat en titre foncier permanent. Ça, c'est important, parce que parfois, il faut donner l'opportunité. Notre argument ici, c'est qu'il faut qu'il y ait des options, des choix, que ceux qui veulent quelque chose aient des possibilités de le faire. Il y a des exemples comme ça qui sont utilisés. Dans beaucoup de pays maintenant, dans des communes urbaines, certains utilisent même les factures d'électricité et les factures d'eau comme moyen de sécuriser. Pour eux, c'est la perception de sécuriser. Si une agence d'État comme l'agence d'eau et d'électricité me donne un reçu, ça veut dire qu'on me reconnaît comme un citoyen de la ville, comme un occupant de cet espace. Comment voulez-vous maintenant que je quitte alors que c'est la même autorité? Donc, ne pas créer cette idée de flou. Si les gens perçoivent que c'est un moyen de sécurisation, comment codifier maintenant ces habitudes, ces attitudes-là? Maintenant, comment cette sécurisation peut se manifester au niveau des villes, par exemple? Je mentionnais tout à l'heure que c'est important et les maires comprennent aujourd'hui, même si parfois au niveau national il y a encore des problèmes, qu'une forme de reconnaissance est très importante et qu'après avoir reconnu, il faut garantir, et c'est là que la sécurisation vient à point nommé. Et là, comme je le mentionnais tout à l'heure, la sécurisation, il faut voir ça de manière un peu plus large. Bon, voyons un peu, je crois pour le cas de Bénin, Claire va nous élucider beaucoup plus au niveau des registres fonciers comme un exemple de sécurisation, mais juste 3 éléments là pour dire que juste en termes économiques, il y a les communes au Bénin qui, juste en enregistrant, en fait, faisant l'inventaire des occupants, quelle que soit la source de droit, ils ne veulent pas savoir si vous avez un document ou pas, ont augmenté leurs ressources de 60 à 90%. Donc cet argument-là, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, a fait à ce que le RFU est devenu plutôt un moyen de mobilisation de ressources communales que de sécurisation. Mais il y a un élément de sécurisation là-bas, comme je mentionnais tout à l'heure, si les certificats, si les permis, les reçus que les communes remettent à ceux qui ont payé leurs droits ou bien leurs redevances
peuvent être utilisés maintenant pour sécuriser certains droits. Vous pouvez y rester pour 1 mois, pour 6 mois, pour 1 an. C'est déjà quelque chose en termes de sécurisation, parce que sécurisation, c'est reconnaître que vous êtes là et donner du temps, l'espace, combien vous pouvez utiliser. Donc, ça, on saura un peu plus. Mais en réalité, comment ça se passe sur le terrain, source d'insécurisation? Parfois, quand vous voyagez dans beaucoup de villes africaines, vous allez voir les plaques. Ce terrain appartient à ce terrain. C'est une marque d'insécurisation. Même si quand quelqu'un a un titre foncier, on dit titre foncier numéro terrain à ne pas vendre. Pourquoi? Parce qu'il y a cette question d'insécurité. L'insécurité pour avoir tous les documents, et nous l'avons vu un peu partout. Le cas le plus intéressant, c'est par exemple, parce que nous sommes un peu près au Kenya, par exemple, des gens qui ont des titres fonciers pendant des années, mais on vient dire, oh, on vous avait donné par erreur, vous êtes sur une voie publique, un espace public, on vous a acquis, la personne qui vous a acquis, elle vous a donné le terrain, n'avait pas le droit. Et là, même avec un document que le même État a signé, révoque, et vous qui aviez la perception que vous êtes en sécurité, même avec un titre foncier, vous ne l'êtes pas. Et il y en a beaucoup en Afrique, dans les villes africaines, où même le titre foncier n'équivaut pas à la sécurisation foncière. Donc, vraiment faire cette distinction, c'est pour ça que j'essaie d'insister là-dessus, sur la sécurisation foncière et peut-être les titres de propriété, par exemple. Ici, nous avons un programme en RDC, à l'est de RDC. Et comme l'État a des difficultés pour s'implanter, les gens délimitent, ils marquent leur territoire. Pas par les plaques dans les villes où il y a encore un peu d'or, on peut dire terrain à ne pas vendre, on peut construire les barrières. Mais là-bas, dans le milieu périurbain, les gens mettent les pierres pour marquer leur territoire. Ils n'ont pas d'autres documents, mais juste marquer cette pierre ou bien d'autres. C'est une forme de sécurisation physique de l'espace. Donc, sécurisation, l'argument ici, et peut-être vous me suivez, c'est qu'il y a une sécurisation par document, il y a une sécurisation par la société, sécurisation physique, et d'autres formes de sécurisation. Bon, je vais en dérouler un peu plus. Là, c'est un cas en RDC où les femmes, les femmes ou bien les occupants montrent leur reçu. Ils disent que, mais comment vous voulez que je quitte alors que j'ai mon reçu? Pour eux, c'est la perception. Donc la sécurisation, le 4e élément que je vais introduire ici, c'est la perception. C'est très important. Si quelqu'un perçoit, a l'impression, vit qu'elle est en sécurité, alors comment faire pour confirmer ça ou bien pour clarifier? Donc l'ambiguïté n'est pas bien quand on parle de sécurisation. Maintenant, quand vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette question d'éviction, c'est-à-dire on vient un jour, comme Alioune a dit, oh, ça c'était mon terrain, j'ai les documents. Donc vous allez voir 3-4 différents documents et maintenant, bon, on le sait, on dit que les tribunaux sont parfois chargés des cas qui sont liés au conflit foncier. Et ce que nous proposons, c'est qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, donner les choix, les options, allier légitimité et légalité et s'assurer que les différents types de sécurisation, que ce soit d'occupation, sont assurés, que tout le monde ne doit pas avoir tous ces droits-là sous un seul document, comme le titre foncier le ferait par exemple. Ces sources d'insécurité sont parfois sont créées artificiellement par les lois. Je crois qu'on avait une discussion tout à l'heure avec Tribillon où il disait que parfois on n'a pas nécessairement besoin de lois. Mais quand le parcours est complexe, ça élimine beaucoup de gens et ça crée des niches. C'est pour ça qu'on peut dire, comment vous pouvez acheter un terrain sans aller chez un avocat ou chez un notaire? Parce que c'est très compliqué, personne ne peut aller. Et là, les notaires deviennent incontournables. Alors que si peut-être les procédures sont un peu simplifiées, accessibles, bon, ça va au moins faciliter et réduire l'insécurité.
Comme je l'ai dit, ce qui existe entre le vécu et ce qui est prescrit par les règlements, les lois, les cadres réglementaires et législatifs, par exemple, ne concourent pas à ça. Et ce que j'appellerais l'invisibilité de la gamme de droits, c'est-à-dire qu'on semble être myope par rapport à d'autres droits qui existent. On pense beaucoup plus peut-être à la propriété, à ce que ça m'appartient. Alors, au lieu d'avoir d'autres éléments comme l'usage, l'occupation et autres. Et l'occupation physique, et si ça ne se passe pas, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau du gouvernement ou bien de l'administration foncière, on a aussi ça. Ça crée une insécurité, par exemple. Vous ne serez pas très confortable d'aller quelque part et voir que vos documents ne sont pas bien sécurisés. Une fois de plus, c'est même la sécurisation des documents. C'est-à-dire que si on vous donne un certificat sur un papier volant et on vous donne un document qui est bien fait, je crois que la perception serait que le document qui est bien fait a plus de valeur que le document qui a été, ce qu'ils appellent au Madagascar, le tribunal peut me corriger, les petits papiers. Parce que les certificats sont considérés les petits papiers, le titre maintenant c'est le vrai papier, par exemple. Mais notre approche, par exemple, c'est de dire qu'il y a des gradations, il n'y a pas un droit sur le foncier qui devrait être supérieur à d'autres par rapport aux relations qu'on a par rapport à ça. D'autres difficultés, vous connaissez bien, c'est que quand les gens n'ont pas accès à des moyens, ou bien la distance, par exemple, pour les registres fonciers, pour reconnaître leurs droits et autres, ça crée des problèmes. J'ai parlé des questions de l'utilisation inefficiente. Et c'est clair que quand on n'utilise pas le foncier comme instrument fondamental pour l'urbanisation, on a des problèmes qui s'y prêtent. Maintenant aussi, les étapes et les actions qui sont nécessaires pour sécuriser un droit au niveau légal peuvent compromettre la sécurisation. Mais on peut toujours s'y prendre si à chaque étape on sécurise. On peut avoir des gradations de sécurisation. Mais si on dit que c'est seulement quand vous aurez ça que vous allez obtenir, que vous allez vous considérer en sécurité, ça crée des problèmes. Donc chaque niveau devrait être reconnu en termes de degré. Donc c'est important de reconnaître ça dans la sécurisation. Et c'est ça que nous transformons en ce qu'on appelle la gradation de droit. Donc en termes de concept, nous voyons les droits dans une sphère où chacun, à un certain moment, pourrait avoir besoin de sécuriser certains droits. Pas avoir tous les droits sous un seul mécanisme comme le titre foncier, par exemple. Donc, c'est la méthode que nous utilisons. Je vais vous montrer peut-être quelques exemples plus tard de comment est-ce que nous, on déploie ça sur le terrain. Avant de donner quelques exemples précis, je vais vous donner ce qui ressort de ce que nous appellerons les bonnes pratiques en termes de sécurisation foncière. La gouvernance foncière est très importante. Tout à l'heure, on parlait de transparence, on parlait de décentralisation. Donc, pour nous, c'est important qu'en termes de sécurisation, que la gouvernance foncière soit prise en compte. Que les rôles et responsabilités soient bien établis. Parfois, on ne sait pas qui fait quoi et quel cheminement prendre. Et que les corps de métier ne soient pas mis à l'écart. Le secteur foncier est tellement compliqué que ça implique tout le monde. Quand on commence à exclure, ça crée des problèmes. Aussi que les difficultés que beaucoup de pays, des villes africaines ont eues, c'est qu'on se concentre beaucoup plus sur l'existant. Alors qu'on sait bien que la dynamique urbaine est très forte, que ce soit la pression sur le périurbain, que ce soit l'expansion des villes, mais on se concentre sur le centre-ville ou bien sur les autres espaces. Donc c'est important d'avoir une vision d'ensemble un peu plus grande quand on parle de sécurisation.
oui, question de flexibilité, de procédure, tout ça c'est important. On a essayé d'identifier ça dans plusieurs cas que nous avons regardés. Bon, on peut utiliser des moyens pour sécuriser, ça peut être soit des papiers, soit peut-être informatiser un peu, c'est bien, mais il faut, le message ici, c'est qu'il faut que ce soit adapté. Dans d'autres contextes, les papiers, beaucoup de gens ne seraient pas en sécurité que leurs données soient dans une machine quelque part. Donnez-moi ce dont j'ai besoin. Ils veulent avoir le papier pour d'autres raisons. Donc, il faut que ce soit mis en place. Un des outils que nous avons développé, c'est pour vraiment enregistrer tous ces droits, que ce soit un droit avec un document en appui ou un droit déclaré. On a développé un système qu'on appelle STDM, Social Tenure Domain Model, tout simplement pour dire que c'est qui identifie les relations. Parce que pour nous, le foncier, c'est la relation entre l'homme et l'espace. Quelle relation vous avez avec un espace donné? Et identifier toutes ces relations-là. Donc ça, c'est un outil qu'on a développé pour mettre en œuvre ce concept de gradation de droits que je vous ai montré auparavant. Bon, une petite transition pour dire que en termes maintenant de réalité, qu'est-ce qui se passe, qui sont les pays, quelles sont les initiatives qui se passent en Afrique subsaharienne. Alioune a mentionné tout à l'heure l'importance de la réforme foncière. Et là, j'avoue que beaucoup de pays admirent maintenant l'Afrique en termes de l'opportunité ou bien de l'initiative que beaucoup de pays ont pris pour mettre en place un cadre général pour tous les pays africains de développer des politiques foncières. Et là, l'Union africaine, la Communauté économique pour l'Afrique et la Banque africaine pour le développement ont développé ce cadre depuis 2007 qui a été ratifié par les chefs d'État. Et ils sont en train maintenant d'apporter un appui aux pays africains pour développer des cadres de politique foncière. Parce que sans politique, sans vision, ce sera difficile de déployer quelques instruments que vous pouvez avoir. Donc ça, ce sont des choses positives qui se passent, sous lesquelles on peut travailler, mais de bonnes choses néanmoins. Avant ça et en cours, beaucoup de pays ont compris que c'est important d'avoir une politique foncière qui prend en compte tout ce je viens de mentionner, qui prend en compte les dimensions économiques, sociales, environnementales, institutionnelles et autres, et prend des acteurs pour répondre aux défis auxquels ils font face. Donc, que ce soit en Afrique australe, je crois qu'en Afrique de l'Ouest, il y a le Burkina, il y a le Mali, mais ce n'est pas encore achevé. Le Sénégal a commencé. Donc, il y a des initiatives en Afrique centrale, bien sûr, la RDC, et puis la République centrafricaine qui ont entamé. Mais il y a un engouement. C'est pour dire qu'il y a une dynamique qui se passe au niveau des politiques. Et ça, c'est important de noter que même la gestion urbaine ne pourra pas être vraiment effective sans une politique foncière. Maintenant, des exemples spécifiques, par exemple, j'ai mentionné tout à l'heure l'importance de connaître l'inventaire. Si on ne connaît pas son patrimoine, on ne peut pas gérer. Et si on ne gère pas ce qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que le RFU est important. Juste l'information foncière, savoir qui occupe quel espace, c'est important. Le Botswana l'a fait aussi. Pour étendre aussi en zone rurale, ils ont une base de données pour toutes les terres, en zone rurale, en zone tribale, ils appellent. Mais je crois que c'est important de faire un inventaire. Et ça, c'est le deuxième point en termes de politique que nous promotons, qui est une politique et qui est un inventaire du patrimoine, qu'on connaisse le patrimoine avant de développer des politiques. Et créer des mécanismes de transition. J'ai parlé tout à l'heure du Bénin qui essaie de faire cette transition. Même la Namibie a fait la même chose. Au niveau des reconnaissances de droits, c'est important de savoir, de reconnaître tous les droits qui existent.
Et là, par exemple, que ce soit Mozambique, Tanzanie, un peu au Mali, et je ne connais pas d'autres pays, mais en Afrique, c'est encore timide. Mais reconnaître tous les droits, c'est très important. Et ça reconnaît au niveau des lois que nous reconnaissons qu'il y a plusieurs types de droits. Et maintenant, aller à l'échelle. Je prends l'exemple ici de l'Éthiopie et du Rwanda, qui en termes de certification de droits fonciers ont issu des millions. Bon, il y a des évaluations, c'est un peu ça, ces problèmes, mais juste la question d'aller à l'échelle. On ne peut pas aller donner, dire qu'on va loger 5000 personnes chaque année, ou bien donner 5000 certificats chaque année. Il faut vraiment élargir la base. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants et certains pays sont en train de faire des efforts dans ce sens-là. Maintenant, pour finir, je vais juste faire un point sur ce que nous faisons, enfin présenter un de nos programmes, le Réseau mondial des instruments fonciers, qui regroupe 50 partenaires globaux, que ce soit au niveau des bilatéraux, par exemple Norvège, Suède, Danemark et autres, que multilatéraux, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit la FAO, le PNUD et autres programmes, les instituts de formation et académiques. Bon, là, nous, on invite l'Université de Montréal à bénéficier de ce que le réseau fait, mais on a déjà environ 3 ou 4 universités qui font partie, qui bénéficient, qui apportent des appuis dans la réflexion. Les organisations non gouvernementales, ainsi de suite. Et là, nous avons 50 partenaires qui travaillent sur cette question, qui appuient et nous appuyons aussi ces organisations. Juste quelques mots pour dire que le réseau a pensé que c'est important d'élargir la base. Tout à l'heure, j'ai parlé de ces 30% maximum en termes de sécurisation légale, par exemple, de trouver un mécanisme pour élargir cette base, qu'on ne parle pas de sécurisation seulement en termes de titres fonciers, par exemple, mais aussi de penser à élargir la typologie. Si vous allez dans la base de données des registres cadastraux, par exemple, vous trouverez moins de femmes, vous trouverez beaucoup plus les gens qui ont les moyens, mais comment faire démocratiser un peu ne serait-ce que l'existant? Est-ce qu'il y a des méthodes pour le faire? Et comme je l'ai dit, aller au-delà vraiment des systèmes que je crois que c'est Joseph Combi qui appelle système cadastral colonial, étendre un peu pour voir un peu comment est-ce que les contextes africains, les contextes des pays sous-développés sont aussi pris en compte. Et là, vous voyez entrer, n'est-ce pas, les éléments de la gouvernance foncière dont je parlais, que ce soit l'équité, la transparence, l'accessibilité, essayer d'éviter les intérêts cachés, l'économie politique de la terre, comment le pouvoir, comment rabaisser l'influence des pouvoirs, et enfin la réforme foncière. Et là, on fait un peu de progrès. Et nous le faisons essentiellement en développant, en répondant aux questions comment le faire. Si je reconnais que c'est une préoccupation, comment s'y prendre? Et c'est pour ça que nous insistons sur les outils fonciers. Et en filigrane, vous allez aussi voir qu'on prend en compte la dimension de la coordination. Par exemple, la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide est prise en compte ici. On ne peut pas travailler sur le foncier en isolation, il faut travailler ensemble. Les objectifs de millénaire, j'en ai parlé tout à l'heure pour dire qu'il faut maintenant vraiment insérer, faire à ce que la sécurisation foncière soit une réalité dans les OMD.
Et là, juste pour mentionner que nous avons 5 axes principaux: l'accès à la terre, la sécurité foncière, gestion et aménagement du territoire, administration et information foncière, politique et législation foncière, et dernier axe lié aux finances et à l'économie. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle les axes transversaux qui touchent à la gouvernance dont j'ai parlé, l'aspect genre, l'aspect des jeunes, l'aspect de la population de base, l'environnement, les aspects religieux et les indicateurs fonciers, par exemple. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous, mais je crois que le papier est plus riche que ça. J'ai apporté quelques éléments et je vous invite peut-être à regarder ça. Et nous serons disposés, Alioune et moi, peut-être répondre à certaines questions à un certain moment. Je vous remercie.